Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et quand le sous-marin atomique américain Thresher a sombré, lui, dans l'Atlantique en 63, 5 ans jour pour jour avant le naufrage du sous-marin soviétique, la profondeur était de 2500 mètres. Pourtant, le Thresher s'est disloqué sous la pression et on a retrouvé des morceaux de coque et des cadavres à plusieurs centaines de mètres du point de l'impact. La pression avait aplati la coque, écrasé les tubulures, chassé les lourdes portes d'acier de leur logement étanche. La CIA espérait quand même que par plus de 5000 mètres de fond, trouver le sous-marin soviétique intact et suffisamment résistant malgré 6 longues années dans l'eau salée pour entreprendre, encore une fois, cette périlleuse remontée vers la surface. C'est en tout cas ce que les photos avaient montré et en tout cas laissé espérer. Le compte à rebours annonce les 60 derniers mètres, puis 9 minutes plus tard 45 mètres, un quart d'heure après exactement 18 mètres, une image étonnamment nette est apparue sur les écrans. Couchée sur le fond sablonneux, la silhouette presque maintenant familière du Golfe 2 prend forme. La température de l'eau est de 0,5 degrés, à la limite de la formation de glace, et il n'y a aucun courant. Les projecteurs stroboscopiques éclairent la coque du sous-marin et ses abords immédiats, mais ne parviennent pas à dissiper l'obscurité au-delà d'un cercle de faibles rayons. Évidemment, à cette distance, il n'y a absolument plus aucune lumière. L'épave gît sur le flanc droit et semble en équilibre instable. La tourelle et les 3 plaques d'acier ferment les rampes de lancement des missiles. Tout ça est très nettement visible sur les écrans. L'une d'entre elles est ouverte et on distingue la tête nucléaire. Sur le pont du sous-marin, à l'avant de la tourelle, se dresse une structure bulbeuse. Elle attire aussitôt l'attention des spécialistes de la CIA rassemblés dans la cabine de contrôle. Selon les informations du service de renseignement américain, le Golfe 2 n'est pas censé posséder un appareil de ce type. Il s'agit probablement d'une structure expérimentale mise au point par les ingénieurs soviétiques. La tourelle elle-même semble en bon état malgré le tube de lancement ouvert, mais l'arrière du sous-marin est écrasé et criblé de trous. Et grâce à ses hélices, Clémentine prend position au-dessus de l'épave. Sur le moment, les missiles nucléaires vont poser un problème difficile aux responsables de la CIA. Ils n'osent imaginer ce qui se passerait si l'un des puissants bras de Clémentine transperçait la tourelle et perforait la tête d'un missile, déclenchant aussitôt, vous vous doutez bien, une explosion nucléaire. C'est pourquoi les ingénieurs ont laissé un espace vide sur l'un des côtés de Clémentine, là où auraient dû normalement se trouver 2 bras supplémentaires. Un grillage d'acier assez grand pour couvrir une maison destinée à envelopper la tourelle, ainsi qu'à empêcher les missiles de glisser hors de leur tube de lancement, comblait justement ce vide. Et en manœuvrant Clémentine de telle sorte que ce grillage se trouve exactement au-dessus de la tourelle, les opérateurs de la cabine de contrôle pourraient procéder sans risque à la récupération. Et tout a été vraiment étudié dans le plus grand détail. C'est logique. Et lorsque Clémentine a été en position précise au-dessus de son objectif, on a donné l'ordre de la faire descendre jusqu'au fond. Et pendant de longues minutes, les machines du navire vont abaisser automatiquement l'assemblage des tubes. Le véhicule de récupération se trouvait exactement au-dessus du sous-marin quand il a heurté violemment une croûte rocheuse située juste en dessous du fond sablonneux. Les techniciens se sont mis aussitôt en devoir d'évaluer les dégâts sans déceler de détérioration apparente. 3 bras comportaient pourtant des fissures de l'épaisseur d'un cheveu. Mais ça, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Alors on recommence l'opération. En douceur, cette fois, les 8 avant-bras vont glisser correctement sous la coque. Imaginez des doigts qui se referment sous la coque du sous-marin. Et c'est alors qu'ils vont remarquer que les chalutiers soviétiques reviennent de nouveau. Dans la cabine de contrôle, on donne l'ordre d'actionner les propulseurs verticaux. Un nuage de vase s'élève. Le sous-marin quitte le fond. Aussitôt, les cylindres hydrauliques du derrick vont soulever l'assemblage de tubes avec une puissance équivalente à une poussée de 7700 tonnes. Et sous l'effet de cette poussée, le Hughes Glomar Explorer s'enfonce d'1,80 m.
Le navire tout entier s'est mis à trembler, à frémir. Tout le monde à bord s'est quand même interrogé sur l'origine de ces vibrations, pendant que certains perdaient l'équilibre, tant la réaction du navire avait été violente et soudaine. L'Explorer s'est cabré. Toutes les pièces mobiles de ces machines se sont mises à hurler. Pétrifiés, vous imaginez un peu, les hommes se sont immobilisés, persuadés que le navire allait chavirer, casser en deux, évidemment, ou même les moteurs s'arrêtaient. Là, c'est une catastrophe, mais les propulseurs et le compensateur de houle fonctionnaient à pleine puissance quand même. Ils ont réussi à stabiliser l'Explorer. Ceux qui étaient tombés se sont relevés, mais en regagnant leur poste, ils ont remarqué que les Russes les observaient à la jumelle. Pendant ce temps, les écrans de télé montraient des images nettes du sous-marin que Clémentine maintenait fermement entre ses bras, malgré le nuage de vase qui masquait maintenant l'endroit où le sous-marin était resté pendant 6 ans. Et c'est donc, vous l'avez compris, sous le regard vigilant des Russes que les hommes se sont préparés à remonter le sous-marin. La lente ascension commence. Un à un, les hommes retirent les tubes et les rangent sur leur râtelier sous le pont principal. Vous avez compris, les tubes, évidemment, on n'a pas descendu ça avec une corde, donc il fallait des tubes, c'est très clair. Le navire tanguait, roulait sous l'effet de la houle qui continue, parce qu'il y a toujours ça en plus. Évidemment, ce n'est pas une mer d'huile, mais les stabilisateurs de la plateforme et le compensateur de houle maintenaient toujours l'assemblage à la verticale. Et pendant 2 jours et demi, il allait falloir retirer méthodiquement un tube toutes les 10 minutes. Cette opération paraît désespérément longue. En 3 heures, le sous-marin avait parcouru 300 mètres. Il lui restait encore plus de 4 kilomètres à couvrir. Ça allait durer 50 heures. Et tout fonctionnait comme prévu quand Clémentine a atteint 600 mètres au-dessus du fond. 9 heures plus tard, elle a passé la barre des 900 mètres. Et le système de manutention automatique des tubes ne montrait alors aucun signe de défaillance. La lente remontée se poursuivait. 960 mètres, 1050 mètres, 1200 mètres, 1350 mètres. Quand le véhicule de récupération a passé la barre des 1500 mètres, il lui restait encore plus de 3 km à parcourir. Alors, on imagine à ce moment-là dans la salle des propos optimistes dans la cabine de contrôle, donc quand une oscillation sur les écrans a attiré l'attention d'un technicien. Et ce technicien a laissé échapper un cri. En quelques secondes, les minuscules fissures qui se trouvaient sur les 3 bras antérieurs de Clémentine se sont ouverts. 2 d'abord, puis presque aussitôt la 3e. Et presque simultanément, les bras se sont décrochés et ont disparu instantanément. Seuls les 2 bras restants qui enserraient l'avant du sous-marin empêchaient la coque de glisser hors du grillage métallique et des 3 pinces situées du côté de la tourelle. Heureusement, l'avant paraissait solidement maintenu, mais le poids de l'épave pleine d'eau exerce alors une pression énorme sur la partie de la coque située juste avant de la tourelle, à l'avant. Et soudain, l'inévitable se produit. Le sous-marin se sépare en 2 à environ 12 mètres de l'avant. Au moment où la coque se déchire, un agent actionne le zoom de la caméra. La masse échappe alors à l'emprise des bras encore intacts et la tourelle glisse hors du grillage. Pendant que les appareils vidéo enregistrent les terribles images de cette catastrophe, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a pu voir en gros plan sur les écrans un missile quitter lentement son tube de lancement et s'enfoncer inexorablement avec la majeure partie du sous-marin avant de sortir et disparaître définitivement de la zone éclairée par les projecteurs. Imaginez là l'angoisse. Un missile à tête nucléaire. L'image terrifiante laisse les responsables et les techniciens de contrôle pétrifiés. Pendant quelques instants, on a donné l'ordre donc fatalement d'interrompre immédiatement la remontée. On vérifie rapidement la pression du système hydraulique pour s'assurer que Clémentine ne laisserait pas échapper le reste du sous-marin. Mais personne ne peut s'empêcher de penser que la tête nucléaire du missile va exploser en touchant le fond.
Les hommes ont cru que Clémentine avait laissé échapper la totalité du sous-marin et ils savent bien que 5 km d'eau n'empêcherait pas le navire au-dessus d'être projeté vers le ciel dans un gigantesque champignon. On a beau leur avoir appris que l'explosion de la première tête ferait fondre les autres avant qu'elles ne puissent exploser à leur tour, on ne peut pas dire que ça les réconforte pour autant. Et il a fallu que quelques minutes au sous-marin et au missile pour atteindre le fond, où ils sont retombés, pas très loin l'un de l'autre. Évidemment, vous le sauriez, il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. En fait, les têtes nucléaires ne peuvent exploser que lorsque les éléments fissiles occupent une position prédéterminée. En cas de choc, si ces éléments n'ont pas été électroniquement mis en place, si vous voulez, la tête ne peut que se briser et en fait répandre son contenu radioactif. Mais c'est le pire qui puisse arriver. Ça ne peut pas exploser comme ça. Il restait donc plus qu'à remonter la partie du sous-marin, toujours prisonnière de Clémentine. Totalement impossible, évidemment, de récupérer le reste, c'est terminé. D'abord, il faut décharger Clémentine avant de descendre de nouveau. Ensuite, on ne sait pas exactement où le reste est tombé et il était impossible de repérer l'endroit avec précision si on ne disposait pas d'un appareillage comparable à celui du Mizar qui, justement, était venu faire les repérages préalables, dont je vous avais parlé dans le premier épisode. Et il était impossible, bien entendu, de remplacer les bras cassés comme ça en pleine mer. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.